Après avoir vu dans la première partie l'Europe d'avant 1945, nous passons à l'étude de la partie portant sur la construction européenne. En effet, l'idée d'une union entre les peuples européens visant à assurer la paix, la stabilité et la prospérité en Europe est née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment après la destruction presque quasi totale de toutes les économies du monde. Robert Schuman, qui est considéré comme le père fondateur de l'Europe, a affirmé lors de ses déclarations du 9 mai 1950 que l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Cette déclaration, qui sera à l'origine du début de la construction européenne et qui marquera l'histoire de l'Europe. D'ailleurs, le 9 mai est devenu, sur la base de cette déclaration, la journée nationale de l'Europe. Depuis, les États européens n'ont cessé de coopérer ensemble pour construire l'Union européenne d'aujourd'hui. Cette construction européenne repose à la fois sur de nombreux traités et sur plusieurs élargissements. Alors, quand on parle de traités, on parle des textes de loi qui régissent cette union. Et on parle d'élargissement chaque fois que de nouveaux pays adhèrent à cette union. Commençons d'abord par définir ce qu'est l'Union européenne. Pour définir l'Union européenne, on pourrait dire qu'il s'agit d'un accord entre plusieurs pays d'Europe qui décident ensemble de réfléchir et qui décident aussi de se mettre d'accord sur certaines règles que tous appliqueront selon, bien sûr, un nombre de traités et de règles de loi régies par cette union. Comme on a déjà vu, le 9 mai 1950 fut la déclaration de Robert Schuman. En effet, Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, avait prononcé lors d'une conférence de presse au Quai d'Orsay une déclaration qui va devenir une déclaration historique, comme on a déjà dit. Dans cette déclaration, il appelle à la mise en commun des productions de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne, au sein d'une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, et après, comme j'ai dit, la destruction totale des économies, de l'économie en Europe en particulier, Robert Schuman a vu et a bien sûr proposé à la France et à l'Allemagne de faire la paix. Et comme les deux pays avaient deux sources minières très importantes, le charbon et l'acier, de réunir ces deux productions, de les mettre en commun pour relancer l'Europe au sein de cette organisation ouverte qui sera ouverte aux autres pays d'Europe. En effet, le but de Robert Schuman dans cette déclaration et dans sa proposition est d'assurer une paix durable en Europe grâce au développement de solidarité entre de production entre la France et l'Allemagne, en rendant impossible tout affrontement entre ces deux pays par la suite. Cette organisation va constituer la première étape vers une fédération européenne. Le plan proposé dans cette déclaration de communauté de production entre la France et l'Allemagne sera élaboré par Jean Monnet, alors à l'époque commissaire général au plan.
En effet, le 18 avril 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée pour une période de 50 ans avec la signature du traité de Paris entre 6 pays qu'on appelle les pays fondateurs de l'Union européenne, qui sont la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. 6 ans plus tard, et exactement le 25 mars 1957, 2 traités vont être signés, cette fois-ci à Rome, entre les 6 pays européens ayant participé à la création de la Communauté européenne du charbon ou de l'acier, ou ce qu'on appelle la CECA. Les 6 pays, bien sûr, pour bien retenir, sont la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, et ils sont appelés les premiers ou les pays fondateurs de l'Union européenne. Les 2 traités signés le 25 mars 1957 à Rome vont être à la base de la création de la CEE et de l'Euratom. La CEE, c'est la Communauté économique européenne, et l'Euratom, c'est la Communauté européenne de l'énergie atomique, CEEA, dite Euratom. La première, la CEE, aura pour but la création d'un marché commun. Et la deuxième, bien sûr, une communauté aussi de l'énergie atomique. À la différence du traité de la CECA, qui a été signé pour une durée de 50 ans, les 2 traités de Rome sont conclus pour une durée illimitée. Cette nécessité de relancer la construction européenne à travers les 2 traités signés à Rome, les traités CEEA appelés Euratom et le traité CEE, fut concrétisée par la signature, comme j'ai dit, des 2 traités le 25 mars 1957 et qui sera mis en œuvre en 1958. Une information que vous devez retenir, c'est que pour les traités, il faut absolument retenir la date de signature et la date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire la date de la mise en œuvre du traité. Une autre information importante à retenir, c'est que cette relance fut décidée et actée lors de la conférence de Messine en Italie qui s'est déroulée entre le 1er et le 3 juin 1955. Date importante à retenir aussi. La conférence de Messine en Italie entre le 1er et le 3 juin 1955 est à l'origine de la création de la CE et de l'Euratom et qui a été réalisée entre les ministres des Affaires étrangères des 6 États membres de la CECA cités plus haut. Ce n'est qu'au 1er juillet 1968 que la réalisation de l'union douanière entre les 6 États membres va se faire. Les droits de douane entre les 6 membres de la CEE seront totalement supprimés à cette date. Un tarif douanier commun est mis en place aux frontières extérieures de la Communauté économique européenne, CE. Le 1er janvier 1973, on va passer de l'Europe de 6 à l'Europe des 9. C'est-à-dire que 3 autres pays vont rejoindre la CE, la Communauté économique européenne, parce que avant ça s'appelait la CE, avant qu'elle ne soit appelée l'Union européenne plus tard. Ces 3 pays seront le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande. Le 1er janvier 1981, on va passer à une Europe à 10. Un 10e pays va adhérer à la CE. Et ce serait un 2e élargissement. La Grèce va entrer dans la CE et va rejoindre les 9 pays
de la CE. 14 juin 1985, signature des accords de Schengen. Un accord qui a été signé entre la France, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ces 5 pays vont signer à Schengen des accords prévoyant la suppression progressive des frontières entre ces États et la libre circulation des personnes. Pourquoi le nom de Schengen, que va porter par la suite, on va appeler visa Schengen. Alors Schengen, ce premier accord signé entre ces 5 pays le 14 juin 1985 est signé à bord du bateau Princesse Marie-Astrid, ancré sur la Moselle, tout près de la petite ville luxembourgeoise de Schengen. C'est un lieu symbolique du fait d'une frontière commune avec les 5 pays signataires. Ça, c'est pour une information supplémentaire. Néanmoins, la convention d'application de cet accord n'est signée officiellement que le 19 juin 1990, 5 ans plus tard, et ne va entrer en vigueur que le 26 mars 1995, encore 5 ans plus tard. Le 1er janvier 1986, l'Europe passe de 10 à 12. Donc, on assiste à un 3e élargissement de la CEE. L'Espagne et le Portugal vont adhérer à la communauté économique européenne. Les 17 et 28 février 1986, signature de l'acte unique européen. En effet, à cette date, les 12 signent à Luxembourg et La Haye l'acte unique qui modifie le traité de Rome sur la CE, la Communauté économique européenne. Il fixe l'échéance pour la réalisation du marché intérieur unique au 31 décembre 1992. Celui-ci ne va entrer en vigueur que le 1er janvier 1993. 7 février 1992, création de l'Union européenne. La CE, Communauté économique européenne, devient la CE, la Communauté européenne. À Maastricht est signé en février le traité sur l'Union européenne, TUE. Celle-ci se constitue de 3 piliers, les communautés CECA, CE, CEEA, la politique étrangère et de sécurité commune, PESC, la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, JAI. Par ailleurs, la CEE devient la Communauté européenne, CE. Dans ce traité de Maastricht du 7 février 1992, une citoyenneté européenne va être instituée. Les pouvoirs du Parlement européen vont être renforcés et l'Union économique et monétaire, UEM, est lancée. Ce traité de Maastricht va entrer en vigueur le 1er novembre 1993. Le 1er janvier 1995, l'Europe s'élargit de plus en plus et on passe de 12 membres à 15 membres. On va assister au 4e élargissement qui va voir l'entrée de l'Autriche, la Finlande et de la Suède dans l'Union européenne. On passe de 12 à 15. 2 octobre 1997, la signature des traités d'Amsterdam. Les ministres des Affaires étrangères des 15 pays membres de la Communauté européenne signent un traité qui modifie le traité sur l'Union européenne, TUE, et celui instituant la Communauté européenne, TCE. La Communauté européenne acquiert de nouveaux domaines de compétences. Le traité va entrer en vigueur le 1er mai 1999. En janvier 1999, l'euro va devenir la monnaie unique de 11 des États membres. Les 11 pays membres vont former la zone euro
Il s'agit de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Alors, l'euro devient monnaie unique, donc monnaie d'échange entre ces 11 pays, membres de la zone euro. Le 1er janvier 2015, l'euro va devenir la monnaie unique de 19 des États membres. La Grèce va rejoindre la zone euro le 1er janvier 2001. La Slovénie suivra le 1er janvier 2007. Chypre et Malte rejoindront le 1er janvier 2008 et la Slovaquie le 1er janvier 2009, faisant ainsi passer à 16 le nombre des pays de la zone euro. L'Estonie viendra rejoindre le 1er janvier 2011, la Lettonie le 1er janvier 2014 et enfin la Lituanie le 1er janvier 2015. L'euro est alors devenu officiellement la monnaie légale de ces 19 États aujourd'hui. Revenons à la date du 1er janvier 1999 où l'euro était devenu la monnaie unique des 11 des États membres. Néanmoins, les pièces et les billets d'euros en euros n'ont été mis en circulation que le 1er janvier 2002. Mais les particuliers pouvaient déjà payer leurs impôts ou émettre des chèques en euros, bien évidemment. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.